Je tiens juste à dire une chose, c'est que je n'ai aucun problème personnel avec le président sortant. Aucun. Et je tiens à le dire. Par contre, la réalité là, c'est que c'est le premier président de ligue de tous les temps en Guadeloupe qui n'a jamais été président de club. Bonjour chers abonnés du Pige, donc aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir dans le cadre des élections pour la Ligue de football Widi Manin. Donc merci d'avoir accepté notre entrevue. Bonjour aux abonnés du Pige et bonjour, merci le Pige de me recevoir dans le cadre de cette élection. Je dirais tout simplement que les choses avancent et les choses devraient bien se passer puisque nous sommes sur la bonne voie, étant donné que nous sommes maintenant de nouveau éligibles, bien que nous n'ayons jamais été non éligibles, mais nous sommes de nouveau officiellement éligibles à cette élection qui aura lieu le 17 novembre 2024. Alors la nouvelle liste, elle s'appelle Nouvelle Ère, convaincre plutôt que convaincre. Oui. C'est un nom qui en dit long. Est-ce que vous pouvez en dire plus? Alors, la nouvelle liste qui va contre l'équipe, face à l'équipe sortante, elle n'a pas été changée. Je ne l'ai pas changée d'un iota par rapport à tout ce qui s'est passé. On l'a déposée pour la première fois le 25 juillet. Elle a été retoquée par la commission de la Ligue de suivi des élections. Bien entendu nommé par la Ligue, avec l'ancien président de la Ligue, dont Jean Dartron était le premier vice-président. Donc, nous avons fait appel devant le Conseil national du sport olympique français, le CNOSF, et nous avons obtenu gain de cause. Ils ont proposé une médiation, bien entendu, puisque le CNOSF a pour but de faire respecter le droit, mais la décision n'est pas exécutoire, donc généralement ils demandent aux parties de s'entendre. La Ligue, dans sa volonté d'être la seule liste à être présente aux élections, comme ça avait été le cas en 2020, la Ligue a refusé cette médiation et a refusé la proposition du CNOS. Nous avons dû aller au tribunal judiciaire en référé, qui nous a de nouveau donné raison. C'était la deuxième fois que nous battions l'équipe sortante, et de ce fait, l'équipe sortante a été dans l'obligation de placer l'élection, comme le demandait la décision, comme le demandait le tribunal, 30 jours minimum après la date qu'ils avaient déjà reprogrammée. Ils ont fait plus que ça, ils l'ont placé 2 mois après, on ne comprend pas pourquoi, mais ce sera le 17 novembre. Le fait que ce soit le 17 novembre, ça nous écarte, il faut le savoir, de la possibilité de faire entendre notre voix, de faire entendre nos problématiques à la Fédération française de football, puisque l'élection du président de la Fédération française de football se fait le 10 décembre et nous avons l'obligation de voter 1 mois avant si nous voulons y participer. Du 17 novembre au 10 décembre, nous n'aurons pas donc 1 mois et donc nous sommes écartés de l'élection. Nous sommes déçus, mais bon, c'est une décision qu'a pris la Ligue, toujours, je dirais, à l'emporte-pièce, parce qu'il n'y avait aucune raison, on avait la possibilité de faire l'élection bien avant. Donc aujourd'hui, vous êtes en pleine campagne, vous avez un projet. Quels sont les projets urgents, immédiats et à court terme de votre programme? Je vois que vous avez bien lu le projet. En fait, notre programme, il est simple. On l'a séparé en plusieurs phases, plutôt que de dire qu'on aura telle mission, telle chose, etc. Nous avons effectivement les projets à court terme immédiat. C'est la première phase et qui concerne notamment, on va bien sûr donner la possibilité au club d'avoir 1 an supplémentaire pour pouvoir se mettre en règle avec la situation de l'arbitrage. On va faire une amnistie concernant cette situation qui lèse énormément les clubs, puisqu'on a vu que les clubs font des efforts. On a vu que les présidents font des efforts, ils payent effectivement les formations des arbitres, notamment des jeunes arbitres, mais après il y a un suivi qui manque parce que les jeunes arbitres des fois n'ont pas de voiture, ne sont pas suivis et donc ils ne font pas le nombre de matchs. Donc les clubs se trouvent encore pénalisés une fois. Donc vous devez payer la formation des arbitres, vous devez faire le suivi, vous devez les fournir, etc. Et donc après vous vous retrouvez à être pénalisé en termes financiers parce que chaque année et en plus en termes de mutés.
Donc vous êtes doublement pénalisé. Et donc nous allons accompagner les clubs et en faisant une amnistie d'1 an, on ne va pas supprimer la situation puisqu'on a besoin d'arbitres. On va mettre en place des choses avec les clubs, comme par exemple demander au CFA de former des arbitres, accompagner les clubs dans la formation des arbitres, de mettre des choses qui permettront aux clubs de se mettre en règle. Et par rapport à ça, c'est l'un des points importants pour les muter. Mais en attendant, on leur donnera droit à s'y muter. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, bien sûr, on va geler la dette des clubs. La dette des clubs, on ne va pas la supprimer parce qu'on n'en a pas, on ne peut pas faire ce genre de choses. Par contre, on va la geler et on va regarder au cas par cas comment on les amène à rembourser cette dette. Mais le plus important, ce n'est pas rembourser la dette pour qu'ils s'endettent de nouveau. Parce que pour être honnête, la dette des clubs, elle est organisée. Elle est organisée dans un mode de clientélisme. Vous avez vu sur le programme de l'adversaire, de l'équipe sortante, ils disent qu'ils ont remboursé, ils ont permis plus de 200 000 euros, effectivement, près de 300, je crois, 000 euros de dettes qu'ils ont remboursées au club. À quel club, on ne sait pas. Sous quel principe, on ne sait pas. Sous quels critères, on ne sait pas. On pourrait penser à leur club ami, ou on pourrait penser au club à qui ils disent « bon, ben, on vous rembourse, on étale, mais vous votez pour nous ». Donc, ce n'est pas correct. Vous voulez rembourser, premièrement, vous donnez un critère, un tableau avec des critères qui permettent de dire chaque club et que tout le monde le sache. On ne fait pas des choses comme ça en catimini, sous le manteau. Ce n'est pas correct pour les clubs qui font des efforts. Donc, effectivement, nous allons faire en sorte que cette dette des clubs s'arrête. Pourquoi? On paye tout. On paye les arbitres, on paye les délégués, on paye les terrains si on change de terrain, on paye, et encore, des fois même il y a des clubs qui payent le terrain tout le temps, on paye les formations des éducateurs, on paye les éducateurs, on paye les formations d'arbitres, on paye les cartons jaunes, on paye nos engagements. Il n'y a rien qu'on ne paye pas. On paye même maintenant notre billetterie. Il faut que ça s'arrête. La Ligue reçoit près de 2 200 000 euros de subventions et ou de dotations. Là-dessus, nous avons dit que le principe, c'est que nous allions effectivement reverser dans un ensemble 220 000 euros dès la première année, là, tout de suite. J'ai entendu mon adversaire dire que ce n'est pas possible. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Là, ne serait-ce que la région Guadeloupe donne une subvention ventilée sous 3 aspects à la Ligue. Premier aspect pour le fonctionnement de la Ligue, deuxième aspect pour les contrats fédéraux. Donc c'est une subvention qu'ils vont reverser au club pour les contrats fédéraux, pour payer les contrats fédéraux. Donc ça prouve bien qu'on peut reverser une partie d'une subvention pour les clubs. Et enfin, troisième aspect, pour accompagner les clubs. Dites-moi où est-ce que passe cet argent d'accompagnement des clubs. Donc c'est pareil pour la Fédé. La dotation, il y a une partie qui est pour accompagner les clubs. La Fédé donne plus d'1 million par an à la Ligue. Quel accompagnement? J'ai posé la question à des adversaires, nous parlons entre présidents de clubs, j'ai posé la question à des adversaires qui sont sur la liste d'argent. On leur a dit, dis-moi où la Ligue t'accompagne, financièrement, où la Ligue, qu'est-ce que tu as, à quel moment tu as trouvé la Ligue? Eh bien, ils étaient incapables de me dire. La seule chose qu'ils savaient me dire, oui, mais les Guadaboy, oui, mais le CFA. Alors, ce sont les deux choses que Dartron dit qui fonctionnent. Les Guadaboy, ça fonctionne où? Ça fonctionne où? On est en Ligue B, on est monté, on a fait l'ascenseur. On a formé qui? On a fait rêver qui avec les Guadaboy? Même les Guadeloupéens ne se retrouvent pas parce qu'ils ne connaissent pas les joueurs. Il faut recréer une équipe de Guadeloupéens, pas qu'avec des Guadeloupéens qui jouent ici, mais ça, il faudra étudier tout ça, et de Guadeloupéens, et qui permettent aux Guadeloupéens de se reconnaître. Deuxièmement, il faut arrêter de pleurer derrière des joueurs pour qu'ils puissent venir et leur payer des vacances ici, ou des choses comme ça. Lorsqu'un joueur vient jouer en équipe de la Guadeloupe, eh bien, qu'il en ait envie, qu'il soit demandeur, que ce soit pour lui une fierté. Eh bien, pour l'instant, ce n'est pas ça qui est créé. On ne prend pas des numéros, et ça s'est vu tout le temps. Une équipe, ça vit ensemble, ça fonctionne ensemble, ça a un but commun. On ne prend pas des numéros qu'on associe et qu'on croit qu'on va y arriver. Donc voilà pour la plupart des projets. Nous allons revoir les calendriers aussi, les calendriers de jeunes. Il est inadmissible que les catégories U13 n'aient jamais fini leur championnat depuis au moins 3 ans. Il est inadmissible que les jeunes aujourd'hui se retrouvent en compétition pendant le brevet, pendant le bac,
pendant le BTS, ce n'est pas normal. Il faut revoir tout ça. Et bien entendu, très rapidement aussi, nous allons fiabiliser le processus de délivrance de licence. Nous allons fiabiliser ce processus très simplement, avec 2 emplois vacances, 2 jeunes, pendant 2 mois. Il y a 500 licences à vérifier, nous avons fait le calcul. Ce n'est pas comme disait Richard Albert, plus de 9 000 licences. Alors il avait dit 13 000, mais on n'a que 9 000 licenciés. Hein. Le chiffre de la fédération, 9 800, chiffre de la Fédération française de football. Les 13 000, c'est que la Ligue prend en compte les doubles, les triples, les quadruples licences. C'est un même licencié qui a 4, 5 licences parce qu'il est à la fois éducateur, une licence éducateur, à la fois joueur, à la fois arbitre, et etc., etc. Donc, nous allons fiabiliser ce processus-là pour tous les joueurs qui auront du mouvement entre 2 saisons et nous allons vérifier de bout en bout que ces joueurs-là ne sont pas ou sont mutés. Donc, nous allons faire ça, mais nous allons aussi fiabiliser tous les process des commissions. Vous voyez, par exemple, l'année dernière, nous avons fini la saison vraiment, comme dirait De Gaulle, hein, la chienlit. C'était la chienlit. On ne savait plus qui était champion. Un moment, c'était CSM, un moment, c'était Sirocco, le Phare descendait, tel autre club descendait, USBM. On ne savait plus. Il y avait des affaires partout. C'était du n'importe quoi. Eh bien, on recommence la saison pareil, avec cette histoire d'affaires entre Cambrefort et CAM et le CSC. Cambrefort qui a été obligé par la commission de la Ligue, une fois, de laisser partir les joueurs, un certain nombre de joueurs qui ont joué plus de 4-5 matchs et qui aujourd'hui se retrouvent à être remis à disposition de Cambrefort. Il y a un appel. Qu'est-ce que vont devenir ces matchs-là ? On va les annuler, on ne va pas les annuler. Les joueurs pourront-ils revenir? Ils ne veulent pas revenir. Mais c'est de nouveau la chienlit. Alors, comme on a fini, on repart, même si la Ligue montre beaucoup d'abnégation à vouloir montrer qu'elle est capable de faire ce qu'elle n'a jamais fait depuis 8 ans, il faut être clair, on repart sur les mêmes bases. Nous, ce qu'on propose, c'est d'arrêter avec ça. Donc, effectivement, nous avons ces projets à court terme que nous allons mettre en œuvre rapidement. Bien sûr, nous avons des projets à moyen terme, notamment tout ce qui concerne le Conseil des sages, tout ce qui concerne rapidement la mise en place d'une sélection U23 pour nos jeunes. Alors la sélection U23, j'y tiens. C'est vraiment un projet qui m'intéresse beaucoup et qui intéresse la liste Nouvelle Ère avec toutes les équipes, puisqu'il faut savoir que les U23, c'est la sélection qui est capable de jouer les Jeux Olympiques. Aujourd'hui, quand on prend la sélection des Guadaboy, même si elle gagnait la Gold Cup, elle ne pourrait pas participer à la Coupe du Monde. Mais c'est une compétition qui nous fait voir, etc., sur laquelle on ne reviendra pas, en toute honnêteté. Mais la sélection U23 peut nous permettre demain, si on la gagne, et rêvons grand, puisque nous pouvons faire de belles choses, si on la gagne, de participer au JO. Parce que le comité olympique n'est pas fermé à ce que des sélections régionales exceptionnelles dans le cadre que nous avons puissent participer aux Jeux olympiques. Et ça donnerait à nos jeunes un objectif différent, même si ce sont nos jeunes qui sont partis en France. Mais il est important de se dire que l'on doit retrouver nos jeunes. Il y a des jeunes qui font toutes les sélections, U13, U15, U17, U19 en Guadeloupe, qui partent faire des fois des études, ils jouent en National 2, ils n'ont pas signé de contrat pro, mais ils jouent quand même à un niveau, ou des fois même en National. On ne les voit pas. Ils sont jeunes, ils ont moins de 23 ans, ben peut-être qu'on pourrait faire appel à eux pour ces sélections. Je peux vous dire que les moins de 20 ans, j'ai vu la sélection des moins de 20 ans parce que je suis personnellement concerné. À l'époque, il y avait mon fils qui était dedans. Je les ai suivis, ils ont été à Bradington, ils ont fait un parcours formidable, ils sont sortis devant le Canada. Ils étaient sortis deuxième de leur poule devant le Canada. Donc, on a des talents, on a des jeunes, on a des pépites, bien entendu. Et il faut travailler pour elles. Mais travaillons aussi pour l'ensemble, je dis bien l'ensemble des jeunes de la Guadeloupe. Parce que si on ne travaille pas pour l'ensemble des jeunes de la Guadeloupe et qu'on met tous les fonds sur les Guadaboy, on n'y arrivera pas. On aura des jeunes dans la rue de manière incessante et on ne fera pas notre rôle. Donc, ces parties-là, en termes de projets à moyen terme, bien sûr, toujours, nous avons un conseil des sages que nous voulons mettre en œuvre. Le conseil des sages, c'est exactement la même chose que le CESR est à la région. C'est l'équivalent du CESR par rapport au conseil régional. C'est une idée qui m'est venue à l'époque où j'étais au cabinet de région en tant que conseiller.
J'ai connu ce fonctionnement du CESR qui donne des avis sur tous les projets de la région et sur le budget de la région. Eh bien, nous, on va mettre le Conseil des sages à côté de la Ligue guadeloupéenne de football. Ce sont des personnalités du football qui ont longtemps donné, qui ne veulent pas encore complètement partir hors du monde du football, mais qui ne peuvent plus donner autant parce que quand vous avez donné 40 ans de votre vie, vous avez atteint l'âge de la retraite, vous l'avez dépassé, vous avez peut-être 65 ans, mais vous avez encore à donner. Mais vous ne pouvez pas donner de la même façon. Vous ne pouvez pas être sur les terrains tous les week-ends, le soir, etc. Eh bien, ce Conseil des sages aura à cœur de donner un avis sur tous les projets qu'on va présenter. Un avis et aussi de regarder et de nous avertir. Et cet avis ne sera pas effectivement exécutoire, il sera consultatif, mais il nous permettra peut-être d'éviter certains pièges, d'avancer mieux et d'avancer de manière plus sécurisée. Bien sûr, nous n'allons pas écarté, nous avons prévu de mettre tous les présidents de club sur l'affaire. Je suis en train de prendre un peu d'autres éléments parce que à brûle pas au point comme ça, voilà. Et nous allons remettre à plat aussi la situation du CFA. Le CFA pose problème, il faut le reconnaître. Donc il faut que les présidents de club s'assoient. Et ça va être tout le long de notre mandature quelque chose que nous ferons. Nous redonnerons la parole, la décision aux membres de la Ligue, c'est-à-dire aux présidents de club. Aux présidents de club. Aujourd'hui, l'instance première de la Ligue guadeloupéenne de football, l'instance qui dirige tout de manière unilatérale, s'appelle le Conseil de Ligue. Le Conseil de Ligue qui est en fait le conseil d'administration de la Ligue guadeloupéenne de football. Et même en Assemblée générale, qui devrait être l'instance suprême, les présidents de club sont devenus des boîtes d'enregistrement et de vote. Nous n'avons plus le droit à la parole. Nous allons changer tout ça. Nous allons remettre les choses, et notamment aussi le CFA, comme je disais, nous allons revoir avec les présidents de club, nous allons leur proposer un projet simple. Effectivement, l'idée, c'était de dire que le CFA pourrait monter ou descendre en discutant plus amplement avec des présidents de club, avec certains éducateurs. On se pose la question, est-ce que ce sera vraiment ça? Mais le projet que nous présentons, c'est de dire que le CFA va descendre. Nous allons proposer que le CFA descende comme n'importe quel club pour donner à ces jeunes cette obligation de se dire qu'on va se dépasser. Quand vous faites que des matchs amicaux, vous ne pouvez pas vous dépasser. Ou sinon, si ce n'est pas ça, on devra à ce moment-là trouver d'autres solutions pour leur permettre de se dépasser et en tout cas ne pas léser les clubs de R1, puisqu'aujourd'hui il y a 13 clubs en R1 au lieu de 14. Alors effectivement, ça posait des problèmes qu'on soit à 15, il y avait toujours un club exempt, ce n'était pas une bonne chose. Ben, on demandera s'il le faut, si le CFA ne devait pas descendre et que c'était plus logique et que c'était le choix que les clubs faisaient, on demandera que le championnat passe à 16 clubs. Donc ça rajouterait deux journées réellement. Mais dans tous les cas de figure, on reverra la situation du CFA en concertation avec les clubs. On va tout mettre en œuvre pour développer le football des jeunes et valoriser ce football. Il n'y a pas bien entendu de supporters dans les tribunes, il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent, les terrains de toute manière ne sont pas adaptés. Ce qu'on a prévu de faire, c'est de mettre en place une plateforme de streaming qui sera accessible sous un format bien sûr très simple, avec un petit abonnement ou avec des partenaires, si on peut la faire gratuite, qui permettrait de diffuser dans un premier temps à moyen terme l'ensemble des championnats. Alors on a bien choisi les championnats U15. Pourquoi les championnats U15? Parce que c'est l'année où les jeunes sont détectés pour pouvoir entrer après en centre de formation à partir de la seconde. Donc, on commencera par ça et ça permettra aux scouts, les scouts ce sont les recruteurs, de pouvoir voir les jeunes à distance. Vous avez ce qu'on appelle des vidéo-analyses, des scouts numériques, etc., et qui permettront, etc., de voir les jeunes. Mais ça aussi permettra aux jeunes de se voir eux-mêmes, de pouvoir en parler à la cour de récréation. On mettra à disposition de la Ligue les nouvelles technologies. Et donc, on se servira de ces outils qui parlent aux jeunes.
Et vous savez, quand vous avez marqué un but, vous venez à la récréation, vous montrez, ah ouais, regarde mon but, ou bien regarde comment j'ai joué, etc. Ça vous valorise. Par contre, de la même façon, les jeunes qui ne comprennent pas pourquoi ils ne jouent pas, ben, quand ils verront qu'ils ont fait 5 passes d'affilée, ben, elles vont dans le décor. Ou quand ils verront qu'à chaque fois ils se font passer, ben, ils vont se dire peut-être qu'il faut que je me mette au travail si je veux jouer. Donc voilà, nous avons tous ces principes, nous présenterons des comptes rendus, nous reformaterons l'organisation du football de Marie-Galante. En fait, nous, effectivement, notre projet est basé sur un sport, un football éducationnel, bien sûr, et social, mais aussi il est basé sur une chose simple, c'est la différenciation. La différenciation par rapport au territoire. On ne peut pas demander à Marie-Galante, à Désirade, aux Saintes. Désirade et les Saintes ont déjà perdu leurs équipes de foot. On ne peut pas leur demander la même chose en termes d'obligation qu'en Guadeloupe. Pourquoi? Parce qu'à Désirade, il n'y a pas de lycée. Donc, quand le jeune a 16 ans, il part en Guadeloupe territoriale, aux Saintes pareil. Donc, il faut qu'on adapte nos footballs selon nos territoires, selon notre culture. Et Marie-Galante doit organiser ces compétitions. Ils savaient le faire, ça se passait très bien. Ils le feront. Et d'ailleurs, le docteur Jacques Bal, qui est sur ma liste et qui est l'ancien président de l'antenne de Marie-Galante, et l'actuel, je crois toujours, puisque même si officiellement elle est maintenue, pas maintenue, c'est un peu l'embrouillon, encore une fois, avec la Ligue, sera en charge de développer ce football. Il est sur la liste aussi en tant que vice-président. Donc voilà, nous avons en moyen terme, les projets à long terme sont un peu plus difficiles à mettre en œuvre, je dirais, mais il faut prendre le temps de les mettre. Nous allons créer le projet phare du projet à long terme, la Cité du football. Nous voulons créer une cité du football qui permettra, parce que nous sommes dans une zone caribéenne, cette cité du football permettra à toutes nos sélections de pouvoir s'entraîner. Deuxièmement, cette cité du football va réunir, un peu comme le CREPS, mais que pour le football, un ensemble de professionnels, médicaux, de formateurs, etc. Cette cité du football aussi va permettre, et ça ce sont des partenariats auxquels nous tenons à la liste Nouvelle Ère, elle va permettre de, lorsque vous avez par exemple aux États-Unis les équipes universitaires, eh bien, là bientôt au mois de décembre, tout le mois de décembre jusqu'à début de janvier, fin novembre, décembre, il y a beaucoup d'équipes universitaires, quasiment la totalité, qui vont rentrer, la saison est terminée, et ils seront dans une période où ils pourront venir ici, puisqu'ils ne sont pas à l'université, et pendant un mois, ils ont un mois de vacances pendant cette période-là. Eh bien, on pourra inviter des équipes de ce type, qui sont en vacances, avec des coachs universitaires américains, et qui viendraient. On mettrait aussi des cours d'anglais, bien sûr, dans cette cité du football. Alors aujourd'hui, beaucoup de gens parlent du CERFA, du CREPS, etc. Le CERFA, le CREPS, ils font leur travail. Ils font leur travail, mais il faut savoir qu'il y a une obligation pour entrer un certain niveau scolaire. C'est-à-dire que, par exemple, au CREPS, vous ne rentrez pas si vous n'avez pas 14 de moyenne. Donc ça veut dire que si vous avez un joueur qui est excellent, il risque de ne pas entrer au CREPS s'il a 12, 10 de moyenne. Tandis qu'il y a quelque chose à faire à côté, c'est-à-dire relancer les sélections de la Guadeloupe au-delà même des moyennes des joueurs. Et ces sélections-là, on va les suivre aussi, on va permettre peut-être qu'ils aient des cours de renforcement, notamment en anglais, etc., pour permettre à des jeunes qui sont en échec scolaire, mais qui sont en réussite de football, de pouvoir avoir une chance dans un autre domaine dans la vie. Ça a été le cas de Benzema, je ne vois pas pourquoi on écarterait nos jeunes de cette possibilité-là. Donc, voilà. Alors après, dans les projets à long terme, bien sûr, nous avons aussi, comme je vous disais, les sélections. Voilà, les sélections que nous allons lancer de U19, toutes les sélections, mais surtout les championnats de toutes les catégories que nous allons à ce moment-là filmer en streaming. Nous ne pouvons pas le faire dès le départ, c'est pour ça que nous avons mis ce projet-là à moyen terme. Une fois qu'on aura essuyé les plaintes, etc., avec la sélection, avec la catégorie U15 sur les championnats de Guadeloupe, nous allons lancer le même process pour l'ensemble des catégories de la Guadeloupe. Nous allons, bien sûr, sur le long terme, nous assurer qu'on a au moins un club par ville en Guadeloupe. C'est un projet important, mais ça ne veut pas dire un club de foot à 11. C'est un club de football masculin, et dans le plus long terme, toujours,
un club de football féminin, au moins ça, par commune en Guadeloupe. Nous allons travailler énormément sur le football diversifié. Nous allons relancer, nous sommes une île, il faut le reconnaître, l'équipe adverse a tué le beach soccer. Nous avons plus de 2 joueurs de beach soccer en Guadeloupe, qui étaient licenciés en Guadeloupe, qui faisaient partie de l'équipe de France. Eh bien maintenant, ils ne pratiquent plus. À moins de pratiquer à titre personnel, ou un souhait sur la plage, ils n'ont plus de championnat. Et personne n'est outré par ça. Ben, je suis désolé, ça fait partie de nos footballs. Il faut relancer ça, il faut relancer cette mentalité. Et Terry Schillingford, qui était en équipe de France, va s'occuper de ça sous le contrôle de, bien sûr, Manuel Chafford, qui lui va s'occuper de tout le foot diversifié, mais plus spécifiquement du futsal. Nous allons développer le futsal et nous allons mettre aussi, et ça c'est à court terme par contre, mais sur le long terme pour développer le futsal, mais nous allons mettre en adéquation les calendriers de futsal et les calendriers du foot à 11 pour qu'on arrête d'opposer les deux disciplines. Bien entendu, nous allons aussi développer le foot santé avec le foot en marchant par exemple, avec le docteur Manicom, nous commençons déjà à l'UNAR à travailler là-dessus. Nous espérons passer sur la Ligue de manière générale et c'est très intéressant comme projet. Voilà. Donc, dans l'ensemble, je pense avoir passé en revue l'ensemble des dispositifs que nous avons. Je ne sais pas si j'ai été totalement, je crois que j'ai été un peu vite, puisque je n'ai pas beaucoup de temps, mais il y en a d'autres. Et le principe, bien sûr, c'est qu'il faut retenir que nous voulons un football social et éducationnel, sans oublier les pépites que nous pourrions avoir. Elles sont rares, mais quand on en a une, on l'accompagnera. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est que ce football social éducationnel que nous voulons mettre en œuvre, nous tenons à faire en sorte qu'il soit adapté à nos territoires, à notre culture, en bref, à notre Guadeloupe, à nous Guadeloupéens. Et nous ferons valoir notre voix auprès de la Fédération française de football pour que cela soit fait. On est obligé d'arrêter de boire tout ce qu'on nous amène sans dire voilà, on ne peut pas pour telle raison, telle raison. La Fédération française n'est pas fermée à ça, mais il faut monter des dossiers, il faut argumenter et il faut se battre pour le football. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des colistiers dans Nouvelle Ère? Alors, nos colistiers, je suis très fier de cette liste, bien sûr, parce que les colistiers qui sont là sont des personnes impliquées, compétentes dans leur domaine, et nous les avons choisis parce qu'elles représentent en fait, elles sont représentatives de l'ensemble du territoire de la Guadeloupe, mais aussi d'un ensemble de compétences. Je parlerai de Aline Carrel, qui est présidente de JSVH aujourd'hui, mais elle est pressentie comme étant la première vice-présidente de la liste demain. Et c'est quelqu'un qui va s'occuper de la déontologie, de la transparence et de l'éthique, parce que c'est quelqu'un qui a une forte connaissance là-dedans et qui a pratiqué. Le docteur Jacques Bad, lui, il est le président de l'antenne de Marie-Galante. Il a été pendant longtemps toujours impliqué en association. Il va s'occuper, il sera le deuxième vice-président, et il va s'occuper, bien sûr, de redévelopper et de remettre sur pied le football à Marie-Galante sous tous les angles, avec Marie-Gabrielle Vespus, qui est aussi sur la liste. Thierry Saint-Clément, lui, du Racing, président de la section foot du Racing depuis des années. Thierry Saint-Clément est connu. Souvent, on dit qu'il est tellement passionné. Il va s'occuper de remettre en place, reformater le football des jeunes et les compétitions jeunes, notamment les segmenter par territoire pour permettre au président de club de dépenser moins d'argent en transport et en obligations. Le président de Jeunesse Évolution, bien sûr, Robert Barbin, qui lui va s'occuper du volet communication, échange, partenariat distant avec la Ligue. Julie Pétrus, présidente de l'AS Increvable au Moule, c'est une jeune présidente qui a beaucoup d'expérience parce qu'elle est présidente d'un club féminin et elle va s'occuper de développer le foot féminin. Robert Poldas, l'ancien président du SBM, président d'honneur actuel du SBM, pressenti comme 6e vice-président. Pour l'instant, je ne vous cite que les vice-présidents. Et lui, bien sûr, il s'occupera de que l'on reste, qui sera le lien entre la nouvelle ligue et l'ancien fonctionnement, un peu comme un potomitan, une caution morale de cette ligue.
Manuel Chaffort, bien sûr, on en a déjà parlé, qui est président de Asway Futsal, éducateur BEF au CSM. Il est pressenti en tant que vice-président et 7e vice-président, le dernier. Il va s'occuper, bien sûr, de redévelopper le foot diversifié, notamment le futsal, et de le mettre en adéquation. Claude Cotellon, qui est l'ancien secrétaire général du DGTF, donc c'est un secrétaire général qui a énormément d'expérience dans le domaine, qui est habitué à avoir les commissions, à gérer, à organiser les commissions. Nous avons pris un spécialiste parce que nous avons besoin de tout réorganiser, et il est dirigeant du Siroco, il est pressenti, bien sûr, comme secrétaire général de la Ligue. Lionel Legrave, arbitre de la liste d'ailleurs, et ancien président de ASC, enfin il est à ASC Fumerol, ancien président de l'Ouest Saint-Claudien, et il est gendarme de formation, enfin de métier, et il est pressenti trésorier. C'est parce que ça nous donne aussi, il est assermenté, ça nous donne un sérieux. Donc là, je vous ai parlé principalement des vice-présidents, c'est la première partie de la liste, et vous voyez que ce sont des gens qui ont une vraie connaissance de le football, qui sont impliqués et qui n'ont aucun mandat politique. Il faut bien comprendre que nous ne mélangeons pas la politique, sauf deux. Sur ma liste, il y a 2 personnes qui ont des mandats politiques, effectivement, mais c'est tout. Et pas beaucoup. Ce sont des adjoints, des choses comme ça. Mais sur 20 personnes, il n'y a que 2. Elles font partie de la Guadeloupe. Mais nous ne voulons pas mélanger la chose politique. D'ailleurs, moi, j'ai pris un engagement personnel. J'ai dit que tant que je serai président de la Ligue, jamais je ne me présenterai, jamais je n'accepterai un mandat politique. Voilà, parce que sinon, quand on mélange les deux, deuxièmement, on n'a pas le temps de faire, on a des objectifs, etc., qui sont différents. Nadia Karl Marcias, donc je continue, hein, alors sur la liste, il y a 7 femmes, pas parce qu'elles sont des femmes, 7 femmes compétentes, puisqu'elles le sont dans leur club, etc., qui est secrétaire générale adjointe de l'USC Bananier, et elle est pressentie première secrétaire générale adjointe aux côtés de M. Claude Cotellon. Carole Desvarin, qui est première vice-présidente de l'AC Saint-Robert, pressentie comme 2e secrétaire général adjoint aux côtés toujours de Claude Cotellon. Marc Surmandan, trésorier adjoint de l'AS Equinox, pressenti comme premier trésorier adjoint aux côtés de Lionel Legrave, et il est déjà trésorier adjoint de son club, et c'est quelqu'un d'expérience. Il est pompier de métier, et nous pensons aussi qu'il sera le référent de la Ligue pour tout ce qui concerne la sécurité dans les stades, etc. C'est son métier. Marie-Gabrielle Vespus, présidente de l'USGB, elle vient d'arrêter en tant que présidente, puisqu'elle doit se consacrer à d'autres choses, et notamment à faire en sorte que le football de Marie-Galante se développe aux côtés de Jacques Bad et représenter la Ligue. Liliane Malaki, vice-présidente de l'AS Gosier, elle sera en charge de tout ce qui est protocolaire à la Ligue, et comme dirait l'autre, c'est quelqu'un qui a un savoir-faire dans l'organisation des événements et qui sera en charge de tout cela. Sony Narayanesamy, qui est secrétaire adjoint à CAM et qui sera plutôt en charge de mettre en place tout ce qui sera partenariat avec les jeunes sur le volet emploi, puisque lui-même, il est dans un organisme qui est en charge justement de l'emploi. Katia Desplan, vice-présidente de CSB, qui, elle sera en charge de bien regarder le volet ressources humaines de la Ligue, etc., de remettre un peu d'ordre dans tout ça aussi, puisque même si on n'en parle pas beaucoup, la Ligue a quelques soucis, elle est appelée au prud'homme, etc., et elle sera un peu le lien, parce que c'est une spécialiste des ressources humaines. Elle a beaucoup travaillé dans des organismes de plus de 400 personnes où elle était directrice des ressources humaines, sur la France, sur la Réunion, et elle est rentrée en Guadeloupe depuis quelque temps. Gilbert Sassilé, que tout le monde connaît du CSM, il est au conseil d'administration du CSM, et Gilbert Sassilé, c'est le secrétaire général adjoint du CSM, mais c'est aussi l'intendant général du CSM. Et effectivement, il sera pour la Ligue l'intendant général de la Ligue, notamment dans toutes les organisations sportives de la Ligue. André-Louis Pousselli, président qui a laissé dernièrement, pendant les vacances, la force à carénage en tant que président, mais il reste en tant que personne dirigeante de la carénage, et qui va aider Liliane Malaki dans tout ce qui sera manifestation, etc., mais il va s'occuper plus du volet sécurité humaine. Philippe David, trésorier éducateur fédéral de Granit FC, qui lui fait partie d'un petit club, comme vous voyez, et sera en fait la voix des petits clubs. Nous avons tenu à avoir une voix
vraiment personnalisé pour les petits clubs parce que souvent on les oublie. Alors qu'est-ce qu'on appelle petits clubs? Ce n'est pas des clubs qui n'ont pas gagné, qui ont gagné, c'est un certain nombre de licenciés. Des clubs avec 60 licenciés par exemple sont considérés comme petits clubs quand ce n'est pas des clubs futsal. Des choses comme ça, quand c'est des clubs à foot à 11, etc. Donc les problématiques des petits clubs ne sont pas forcément celles des gros clubs avec 400, 350, 300 licenciés. Voilà. Donc cette liste-là, on en est très fiers parce que c'est une liste cohérente de personnes qui sont impliquées, qui ont du temps, notamment moi. Moi, j'ai pris du temps puisque depuis, je ne suis plus cadre dirigeant de la banque, je ne suis plus conseiller auprès du président de région au cabinet, toutes ces fonctions que j'ai eues. Et d'ailleurs, ça m'a fait sourire dernièrement, il y a quelqu'un qui me disait « Oui, mais la CONCACAF, c'est quelque chose. » Sauf que quand j'étais à la banque, j'étais en charge de la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Saint-Martin, Saint-Marthe et la Dominique. Donc, toutes ces îles font partie aussi de la CONCACAF sous une forme ou une autre. Et ça n'a jamais posé de problème. Donc, effectivement, si nous sommes amenés à être aux affaires, nous n'allons pas tout casser de tout. Nous allons petit à petit rectifier ce qui ne va pas et laisser avancer ce qui va. Nous ne sommes pas là pour faire la révolution, mais nous sommes là pour faire en sorte que la Ligue fonctionne correctement. Je tiens juste à dire une chose, c'est que je n'ai aucun problème personnel avec le président sortant. Aucun. Et je tiens à le dire. Par contre, la réalité est là, c'est que c'est le premier président de Ligue de tous les temps en Guadeloupe qui n'a jamais été président de club. Donc, il est normal aujourd'hui qu'il soit en échec parce qu'il ne comprend pas les problématiques des présidents de club. Et ce sont bien les clubs qui font la Ligue. Alors, il faut remettre les clubs au cœur du dispositif de la Ligue.